m'avoir invité à parler de ce passionnant sujet, la défense européenne. Mon intervention ne sera pas technique, même si le fait d'avoir servi pendant 15 ans au sein des forces armées belges aurait pu me le permettre. Je vais plutôt tenter d'expliquer qui ne veut pas d'une armée européenne et comment les adversaires de cette armée, donc de l'indépendance européenne, ont déjà agi et pourraient agir dans le futur. Donc, dans les années 70 et 80, en Europe occidentale, si on parlait du pacte de Varsovie, on disait que c'était une alliance forcée, réalisée entre États qui étaient sous le contrôle militaire, économique et politique d'une superpuissance, l'URSS. Et que cette alliance n'avait pas vocation à se défendre, mais bien à attaquer. Eh bien, si on y regarde bien aujourd'hui, c'est exactement la définition qui correspond à l'OTAN. C'est en effet une alliance forcée. En effet, imaginez ce qui arriverait à un gouvernement européen désirant aujourd'hui quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le nom complet de l'OTAN. Alors, bien évidemment, les Marines ne débarqueraient pas, mais soyez sûrs que les pressions politiques, économiques et militaires se feraient vite sentir et que toutes les sales affaires des politiciens qui oseraient décider cela apparaîtraient rapidement dans les médias. Rappelons-nous par exemple l'épisode dans les années 80 avec le Premier ministre italien de l'époque qui s'appelait Bettino Craxi. Craxi irritait déjà les Américains depuis un moment à cause d'une politique assez pro-arabe, et en particulier à l'époque envers la Libye de Kadhafi. Mais où il dépassait les bornes, c'est lors de l'affaire dite de Sigonella. Sigonella est une base de l'OTAN située en Sicile, vers laquelle en 1985, les avions de chasse américains avaient détourné un vol de ligne égyptien devant normalement se rendre à Tunis. Le but des Américains était de capturer des terroristes palestiniens présents sur ce vol. Devant ce acte, techniquement parlant de piraterie aérienne, et qui aurait fait de l'Italie un complice de l'action américaine et donc une cible potentielle de représailles terroristes, Craxi va réagir d'une manière inédite dans l'Europe atlantiste de l'après-guerre. Il va envoyer un important contingent de carabiniers sur cette base de l'OTAN avec comme mission d'empêcher les forces spéciales US, les fameux Delta Force, dépêchées sur place de capturer les personnes recherchées. Pendant plusieurs heures, un face-à-face tendu va opposer les militaires des deux camps dans l'enceinte de la base, et finalement, les Américains vont finir par céder. Les Palestiniens seront finalement jugés pour terrorisme, mais en Italie. Mais l'une des suites, bien entendu. Alors que son parti, le Parti socialiste italien, va gagner les élections suivantes en 1987, Craxi ne sera pas repris dans le gouvernement. Et en 1993, il est balayé dans une affaire de corruption et doit quitter son poste au PSI, au Parti socialiste italien, et il devra même quitter le pays pour éviter la prison. Cette affaire illustre deux aspects de ce que je disais. Premièrement, il est très difficile et parfois même dangereux pour un politicien européen de se rebeller contre l'OTAN, et même simplement de lui déplaire. Un autre exemple, c'est le cas Aldo Moro, toujours en Italie. Lui, il était prêt à faire rentrer, avec la démocratie chrétienne, le Parti communiste italien au gouvernement. Inutile de vous dire que ça ne plaisait ni à l'OTAN, ni aux Américains. Aldo Moro ne pourra jamais mettre ce projet à exécution, puisqu'il sera enlevé et assassiné par les Brigades Rouges, sans que les autorités italiennes n'aient jamais vraiment donné l'impression de vouloir le sauver. Ce n'est pas la première fois que l'extrême gauche et les Américains sont des alliés objectifs. Comme Irène l'a expliqué là tantôt,
avec l'action du Parti communiste français par rapport à l'armée européenne. Pour en revenir au détournement d'avions, cette affaire confirme aussi que les bases de l'OTAN présentes en Europe ne respectent plus la souveraineté des pays hôtes. Je mets d'ailleurs au défi les autorités européennes, les autorités politiques, des pays européens hôtes de base de l'OTAN, de démontrer qu'elles ont le moindre contrôle sur ce qui s'y passe, de quels vols y atterrissent, en décollent, ni de leur cargaison. Voilà, je viens de montrer quel type de sanctions politiques pourraient être prises contre un gouvernement européen réfractaire à l'OTAN. Un autre type de sanctions qui toucherait des gouvernements européens récalcitrants serait une série de pressions économiques. Mais les USA sont tellement coutumiers du fait que je pense inutile d'insister ici sur le type de sanctions qu'ils prennent. Il y a alors les pressions militaires. Elles peuvent être aussi très persuasives. D'abord car de nombreux officiers supérieurs des armées européennes sont sous la tutelle des généraux américains, tant la dépendance de certaines armées européennes est grande envers les USA. Le chantage de Trump au soutien militaire envers l'Ukraine, qui motive la procédure de destitution contre lui, nous démontre bien que ce chantage existe et le poids qu'il peut peser. Une autre manière pour l'OTAN de tenir les pays européens, ce sont aussi les services de renseignement de leurs propres pays qui sont encore bien plus inféodés aux intérêts américains que leurs forces armées. Alors, ne parlons même pas des services britanniques, qui, comme leur gouvernement, sont totalement soumis aux Américains et à leurs services comme la CIA ou la NSA. La NSA, je rappelle, c'est ce service d'écoute tout azimut, très puissant au service des Américains. Je leur souhaite d'ailleurs la bienvenue si jamais ils nous écoutaient via nos GSM. Ils en possèdent d'ailleurs la même arrogance, puisque lors de la dernière législature, un des dirigeants du GHQC, le GHQC c'est en fait une sorte de NSA britannique. Les Anglais, les Britanniques ont également une sorte de service d'écoute. Il a été auditionné dans ce Parlement européen et il refusa de répondre à certaines questions de parlementaires européens. Et il a même menacé de quitter la réunion si les parlementaires s'obstinaient. C'est ce qu'on appelle un État dans l'État. En Italie, à nouveau, on sait depuis les années de plomb et la stratégie de la tension que les services secrets italiens dépendent bien plus de l'OTAN que de leurs propres dirigeants politiques. En Allemagne, pour rappel, on sait que la NSA avait été autorisée par les services secrets allemands, sans passer par leur gouvernement, à mettre des capteurs sur certains centres de communication, de télécommunication, situés en Allemagne et par où transitent des réseaux téléphoniques aux ramifications dans toute l'Europe. On se souvient aussi que la NSA écoutait Angela Merkel sans que les propres services de la chancelière n'empêchent quoi que ce soit. Ce soit par incompétence ou par complicité, moi j'ai ma petite idée sur la chose. Autre bel exemple avec la Belgique. En Belgique, il y a deux services de renseignement. Le SGR, Service Général du Renseignement, c'est le service secret militaire, si vous voulez. Et comme ils sont militaires, ils sont donc directement inféodés à l'OTAN. Et il y a la Sûreté de l'État. Elle, c'est un service civil, et il fut plutôt indépendant dans les années 80. Mais actuellement, il est totalement sous contrôle et ne cherche en rien à gêner les activités pourtant nombreuses et variées des services américains en Belgique. Pour rappel, chargé de l'enquête sur la découverte en 2003 d'un vaste et sophistiqué dispositif d'écoute dans les bâtiments de la Commission européenne, la Sûreté de l'État, après une longue enquête, a conclu à, je cite, l'action d'une grande puissance étrangère qu'elle n'avait pu identifier. Ça, c'est de l'enquête, ça, c'est de la déduction. À noter que l'administrateur général, enfin le chef de la sûreté, qui était en poste dans les années 80, qui s'appelait Albert Raz, était assez rebelle au contrôle par les Américains. Et il fut poussé vers la sortie par une série de scandales, de révélations journalistiques,
sur les agissements de la sûreté, sur des accointances avec l'extrême droite, of course, et sur le scandale dit des réseaux Gladio Stay Behind, dépendant de l'OTAN. Pour ceux qui ont, enfin certainement certains savent de quoi je parle ici, je rappelle, c'était des réseaux qui théoriquement devaient servir à préparer la résistance en cas d'invasion soviétique, mais dont certains étaient manifestement manipulés à d'autres fins par les services de l'OTAN. Alors évidemment, comme par hasard, c'est lié à l'OTAN, ces scandales, les scandales qui ont poussé le chef de la sûreté à devoir s'en aller. C'est un hasard sans doute, tout comme le fait que soudainement, des fuites se produisirent en provenance de milieux réputés pourtant pour leur culte du secret. Voilà. Je pense avoir démontré par quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, que l'OTAN est donc bien une alliance où l'on est forcé de rester, car elle a les moyens discrets mais efficaces d'obliger à y rester. Un autre point commun avec le pacte de Varsovie est que l'Alliance Atlantique est bien sous l'égide et le contrôle d'une superpuissance. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'URSS, bien évidemment, ce sont les USA, dont elle est le bras armé. Alliance qui n'a pas, ou plus, vocation à défendre un État membre, mais à des postures de plus en plus offensives, comme on a pu le voir lors de l'intervention de l'OTAN en Bosnie et au Kosovo contre les Serbes, mais aussi en Libye, etc. Le danger soviétique, très relatif comme on le sait aujourd'hui vu l'état réel des troupes du pacte de Varsovie, ayant disparu, l'OTAN aurait dû se dissoudre. Mais non seulement elle a subsisté, mais elle n'est plus aujourd'hui que le bras armé des forces mondialistes. Et d'ailleurs, si l'OTAN avait dû jouer vraiment son rôle officiel, elle aurait dû nous protéger contre les deux vrais dangers qui ont pesé sur nos pays ces dernières années. Le terrorisme djihadiste et, comme mon prédécesseur l'a expliqué, la véritable invasion migratoire que nous avons subie. Mais il n'en a rien fait. Au contraire, par ses agissements en Syrie, par exemple, l'OTAN n'a fait qu'aggraver les choses. L'OTAN subsiste aussi en lieu et place de la constitution d'une armée européenne. En effet, les Américains savent bien que même avec de l'argent, même avec une diplomatie active et parfois avisée, on ne peut vraiment peser sur la politique internationale que si on possède une véritable puissance militaire. Et c'est pour cela, entre autres, qu'il est vital pour les Américains que l'OTAN subsiste afin de garder un contrôle sur les armées européennes. Sans compter, ce qui est d'ailleurs inévitable lorsqu'on parle de la politique américaine, de l'intérêt économique pour les USA de pouvoir, via l'OTAN, persuader nombre de pays européens à acheter du matériel américain. Pour rappel, il y a eu ce qu'on a appelé le marché du siècle dans les années 70, où plusieurs pays européens ont choisi le F-16 américain, alors que le concurrent français était tout aussi valable. Et très récemment, sans même jouer vraiment la concurrence d'ailleurs, la Belgique a de nouveau choisi un avion américain, le F-35, pour remplacer le F-16. Mais au nom de quoi la modeste armée belge, aux missions très limitées, a-t-elle donc besoin de jets ultramodernes et de haute technologie? Sinon, pour faire plaisir à ses maîtres. En réalité, lorsqu'on voit dans quelles opérations les avions belges ont été utilisés, on s'aperçoit qu'en fait, les Belges achètent avec leur argent des avions qui ne servent qu'à renforcer l'US Air Force. En fait, et c'est magique, les Américains nous font payer des avions qu'ils utilisent pour eux. Dans le domaine de la défense, comme ailleurs, la politique US est avant tout une question d'argent. Je vais illustrer par un exemple ce que pourrait être une Europe puissante militairement. Au temps de la guerre froide, à chaque fois que la flotte américaine se positionnait quelque part, la flotte soviétique ne tardait pas et se positionnait pour gêner les plans américains. Puis, après l'effondrement de l'URSS, il y eut un monde unipolaire, où les bateaux américains étaient présents seuls à chaque crise internationale
et bombardaient qui et quand ils voulaient. Puis, il y a eu le retour de la Russie comme une puissance mondiale, et les bateaux russes ont recommencé à calmer les ardeurs belliqueuses de l'US Navy. Mais moi, ce dont je rêve, c'est que ce soit un jour une flotte européenne qui tienne la dragée haute à la flotte américaine. Mais pour arriver un jour à cela, nous devrons avoir une défense européenne indépendante. Car à quoi nous sert une armée de haute technologie si c'est pour qu'un jour nos soldats servent des intérêts supranationaux avant ceux de nos propres pays? C'est bien pour ça, et ça devient évidemment urgent, qu'il faut une défense européenne unie et indépendante. Je vous remercie.